Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Ils étaient au total 435 personnes détenues dans les prisons du Cameroun à avoir bénéficié de la mesure présidentielle visant l'arrêt des poursuites pendantes devant les tribunaux militaires. 333 personnes détenues dans le cadre de la crise dans les régions nord-ouest et sud-ouest, 102 personnes arrêtées et détenues pour des faits commis dans le cadre de la contestation des résultats de la récente élection présidentielle. Deux mesures majeures qui intervenaient alors que les fils et filles du Cameroun étaient réunis au Palais des Congrès le temps du grand dialogue national. Un dialogue qui concernait principalement la situation dans les régions nord-ouest et sud-ouest, mais aussi toutes les autres composantes de la nation. Ces libérations par vagues constituent-elles des éléments pour décrisper l'atmosphère sociopolitique pesante depuis 3 ans et qui, il faut le dire, a connu un pic au lendemain de la présidentielle d'octobre 2018. Equinox, c'est tout à l'heure à 20h la grande édition d'information présentée par Nadine Yambou. Tout de suite après, le débrief. Madame, Monsieur, tout de suite et maintenant c'est le fait du jour. Dialogue national et libération des détenus, le temps de l'apaisement, c'est une interrogation. Sur ce plateau, on va donc comprendre si le temps est venu pour tous les acteurs de la société du Cameroun de faire ce break-là tant demandé depuis 3 ans. Pour en parler ce soir, je suis avec Edmond Kouyaté. Bonsoir Edmond. Bonsoir Serge Arlin. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne Equinox. Voilà, et bonsoir à tous les copanélistes. Voilà, analyste politique, Edmond Kouyaté. Bienvenue une fois de plus. Merci, Serge. Senior Barrister, you're welcome. Thank you. Good evening, Serge. Good evening, televiewers. It's always a pleasure being with you. Good evening, fellow panelists. Voilà, Barrister qui aime souvent aller dire, il aime quand on ajoute Signon, parce que ça fait 37 ans qu'il est au barreau. Au barreau, inscrit au barreau du Cameroun. You're welcome. Thank you, sir. À côté de vous, Maître Augustin Guiffa. Bonsoir, Maître. Serge Alain, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est le 7 octobre. Ceux qui aiment Mongo Betty savent que le 7 octobre 2001, il a rendu l'âme, il a accroché son bic. Bon anniversaire à tous les amoureux des œuvres de Mongo Betty. C'est le seul élément qui vous vient en tête? Pour l'heure, je sais que ceux qui aiment ce pays, ils connaissent même bas sur le Cameroun. Ils ont lu Mongo Betty. Et si nous l'avons tous lu, nous comprendrons. Oui, maintenant, on va sortir de Mongo Betty, là. Passons à autre bien chose. sûr. Le 7 octobre, vous vous rappelez quoi? Je vais le lire. Maître Joseph-Claude Biliga. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir, je dirais oui, bonsoir à tous les copanélistes, à tous les milliers Maître Ngefag refuse de téléspectateurs. Oui. Vous savez que le barreau est en deuil. Le Cameroun est en deuil. Oui. Nous avons perdu un très très grand avocat, notre bâtonnier notre bâtonnier Bernard Acho Mouna, qui a été le bâtonnier de l'affaire Yondo Black. Ça a marqué notre génération, ça a marqué le Cameroun, et nous devons tous lui rendre cet hommage qui est dû aux grands hommes. Ok. Grands hommes, la patrie Reconnaissante. 7 octobre 2018, 7 octobre 2019, Maître. Oui. Maître Nguema. Oui. Ça va maintenant? Comme vous voulez, avez retrouvé? comme vous voulez, à tout prix savoir. Non, c'est pas moi. Parce que vous nous ramenez à Mongo Betty, alors que ça fait à peine 1 an. Oui. Pour moi qui observe, c'est derrière nous, c'est 7 octobre-là. Voilà. Ce que nous devons faire, nous devons aider nos frères du nord-ouest et du sud-ouest à comprendre que ensemble nous ferons de bonnes choses, nous ferons toujours de bonnes choses. Ceux qui veulent à tout prix détruire ce pays, ceux qui pensent que le 7 octobre a été le jour indiqué pour frauder davantage, nous disons non. Il faut que ce soit transparent. Merci. Barrister, signor Barrister, dites-moi,
435 personnes qui ont vu les poursuites, l'arrêt des poursuites, je le dire comme ça. Vous vous attendiez à ça? Disons que je ne m'attendais pas à ce qu'on libère seulement 435, parce que nous savons que les détenus de la crise anglophone sont à peu près au nombre de 1850. Oui. Donc, quand on libère seulement 333, c'est presque insignifiant. Bon, ajoutez à cela les membres du MRC qui se sont retrouvés en prison, on ne sait pas trop pourquoi. Bon, je pense que, oui, bon, c'est une bonne mesure de décrispation. Mais moi, je m'attendais à ce que le président libère tous les prisonniers politiques, tout le monde. Tous les prisonniers. Tous les prisonniers politiques. Parce qu'on ne peut pas organiser un grand dialogue national pour résoudre la crise anglophone. On veut libérer les détenus de la crise anglophone. On en libère une infime partie. On laisse le reste. C'est pour faire quoi? J'ai dit bien. Il y a eu Villemot aujourd'hui encore? Sûr. Oui. Oui. Pourquoi donc? Parce qu'on n'a pas libéré tous les prisonniers. C'est une réponse. Parce qu'on n'a pas libéré tous les prisonniers. Même pendant le grand dialogue national, il y avait toujours les villes mortes, il y avait toujours la guerre. La guerre continuait. Jusqu'à maintenant, ça continue. Les gens meurent toujours, jusqu'à maintenant. Donc, vous voyez, moi je me dis que on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Si on dit que le grand dialogue, avait pour but de faire finir la crise, il faut donc prendre les mesures qui peuvent finir cette crise. Ça ne sert à rien de libérer une partie et laisser l'autre. Il fallait libérer tout le monde. Ok, vous avez dit 1850. Oui. Vous tenez les chiffres de qui? D'où? Les chiffres sont connus, hein. On connaît le nombre de détenus par prison. Donc ça veut dire qu'il y a encore près de 1500. Oui, et puis le président a parlé des détenus devant le tribunal militaire. Or, nous savons qu'il n'y a pas que les tribunaux militaires. Il y en a qui ont déjà été condamnés même aussi. Il n'y a pas seulement que les tribunaux militaires qui jugent les gens pour la crise anglophone. Il y a les tribunaux de grande instance, de Buea, de Bamenda, aussi des tribunaux de première instance qui en jugent. Donc, il n'y a pas de raison pour laquelle on va libérer seulement ceux qui passent devant le tribunal de grande instance et laisser les autres. Ok. Edmond Kouyaté, ces deux vagues, comment vous avez accueilli ça? D'abord 333, crise anglophone, ensuite 102 pour le MRC et les alliés. Ben, disons donc, Maurice Kamto, surtout, il faut insister. Il faut insister, oui. Hein? Faut insister, on va souffrons qu'on dise que Maurice Kamto n'était pas un prisonnier comme les autres. Ordinaire, oui. Voilà, il n'était pas un prisonnier ordinaire. Oui. Donc cet acte-là, du 4, c'est bien cela, le 3, c'était le 3. C'était le 3. Oui. Comment vous avez accueilli ça? Disons que déjà dans le contexte, il faut, pour bien comprendre l'importance de cet acte-là, il faut le ramener dans son contexte et surtout son contexte de temps. C'est-à-dire que cela aboutit 24 heures après, n'est-ce pas, la fin du grand dialogue. Ça intervient le samedi. D'abord, l'autre intervient le vendredi, je crois, et puis suit le samedi. Oui. Et donc, il faut comprendre que là, le chef d'État a tenu à faire comprendre aux gens que le dialogue n'était pas vain. Il a tenu à faire comprendre aux gens que le grand dialogue a accouché des mesures, n'est-ce pas, de décrispation. Ça, c'est le chef de l'État qui veut dire à tous ceux qui pourraient penser que le grand dialogue n'avait pas sa place, il veut leur faire comprendre que le grand dialogue avait toute sa place. Et donc, je passe des simples propositions, je passe des simples théories à l'acte. Il croit avoir posé un acte fort, n'est-ce pas, en libérant dans un premier temps. Signor Barista trouve que c'est pas fort, qu'il fallait libérer tout le monde. Maintenant, il faut rentrer, ça c'est un autre débat. Est-ce que le fait d'avoir libéré une partie et laissé une autre partie, peut-être la grande partie, du moins si je m'en tiens aux chiffres évoqués par Signor Barista, c'est-à-dire qu'il y a 1850, et donc on a libéré seulement 333, est-ce que cette mesure n'est pas susceptible de créer encore plus de conflits, je veux dire plus de tensions dans la région? Parce que imaginez-vous, même circonstances, des lieux, de temps, de faits, on est arrêté et puis tu es relâché. Moi, je suis encore maintenu en prison.
vous vous mettez un peu à la place des familles qui vont voir l'enfant du voisin arriver, libéré, et son fils qui a été arrêté peut-être dans des conditions moins compliquées que cela, rester en prison. Qu'est-ce que ça va causer? Est-ce que ça ne va pas causer encore plus de frustration? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Et maintenant, il faut rentrer dans la psychologie du chef de l'État pour se demander pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris une mesure définitive pour libérer totalement et entièrement tous les prisonniers, n'est-ce pas, liés à la crise anglophone. Qu'est-ce qui a fait en sorte, qu'est-ce qui a amené le distinguo? Est-ce qu'on a privilégié ceux qui n'ont commis que des délits mineurs et peut-être qu'on a maintenu ceux qui ont commis des délits majeurs ou alors des crimes? Je ne connais pas les critères ou alors la critériologie du chef de l'État qui a prévalu, n'est-ce pas, dans le choix sélectif n'est-ce pas, des personnes à libérer. Je ne connais pas, mais je crois qu'il aurait été de bon ton, n'est-ce pas, pour une décrispation réelle ou alors pour annoncer de manière forte, n'est-ce pas, qu'on veut aller vers, après le grand dialogue bien sûr, qu'on veut aller vers la fin de la crise. Je pense qu'il aurait fallu libérer, par exemple, des figures majeures de cette crise. Je pensais à Mancho BBC, ils sont peut-être 4. Félix Galim, ça, ce sont les personnes qui ont été arrêtées avant même que les armes ne commencent à crépiter. Oui, justement. Certes, ils sont déjà condamnés. Je pense ils se battaient pour la bonne gouvernance. Ils se battaient vraiment pour la bonne gouvernance. Mancho BBC, à eux, on ne peut pas reprocher des crimes, n'est-ce pas, de sang, parce que eux, ils sont arrêtés avant même que les armes ne commencent à crépiter. Et donc, je pense que une des mesures fortes aurait été de libérer des figures comme Mancho BBC. Et on se souvient que même pendant sa détention, il a amorcé quand même... Il a appelé dernièrement au back to school. Il a montré des signes, n'est-ce pas, d'aller vers un apaisement, d'aller vers une situation, vers une solution négociée et pacifique. Et donc, je pense que à ceux-là, il fallait donner une chance. Surtout, il ne faut pas l'oublier, c'est des personnes très écoutées dans la région du Nord-Ouest. Et donc, il fallait leur donner une chance. Avec le rythme là, vous croyez que ça ne va pas arriver? Le rythme donné par le président là. Je pense, et c'est pour ça que je pense que on n'est pas encore arrivé. Il n'a pas dit son dernier mot, Paul Biya. Son dernier mot. Je pense qu'il va un peu par dose homéopathique, et donc dans les prochains jours, on aura encore de belles surprises. Maître Joseph-Claude Biliga, dites-moi sincèrement, entre nous, vous, RDPC, vous attendiez que le professeur Maurice Kamto soit libéré samedi? Mais ça vous a surpris? Pas totalement. Vous saviez pas totalement, je ne dis pas que nous savions. Mais je dis, lorsque vous avez suivi le discours du président de la République le 10 septembre. Je parle de la période là, la période du grand dialogue. Je suis en train de vous reprendre. Oui. Lorsqu'on a suivi le discours du président du 10 septembre, annonçant le grand dialogue, il a, d'une manière claire et précise, indiqué que, étant du point de vue constitutionnel détenteur d'un certain nombre de pouvoirs, il lui était possible de pouvoir les exercer en faveur des compatriotes qui sont détenus. Donc dès lors qu'il a dit, je crois que nous tous nous étions en droit d'attendre une réaction dans la concrétisation de cette promesse. Maintenant, le timing, c'est lui qui le maîtrise. Personne ne pouvait vous dire qu'en ce moment précis, il devait libérer les 333, et la grosse surprise, c'est effectivement la libération du professeur Kamto et de ses alliés. Ça, on doit l'avouer. Certes, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et je dis, et en plus, comme l'a dit si bien Edmond Kouyaté, c'est un processus. Vous savez que ce n'est pas la première libération qui a eu lieu. Il y a d'abord une première libération, il y a bien quelques années avant. On a sorti beaucoup de gars. Il y a eu 42 le 30 août 2017. 2017, voilà. Et 189 le 13 décembre 2018. Qui sait si demain il n'y aura pas d'autres encore? Je pense que c'est le souhait de tout le monde ici qu'il y ait d'autres libérations, qu'il y ait des libérations, je veux dire, susceptibles peut-être de crisper la situation. Et il ne faut pas non plus oublier quand même que lorsque nous parlons des personnes qui sont détenues, il ne faut pas oublier non plus les victimes. Parce que ces victimes également ont droit au respect, à réparation. Lorsque nous voyons les images que nous voyons avec cette Madame Ayafor, Florence Ayafor, qu'on a décapitée, vous imaginez bien que ça a un impact. Et ceux qui ont été au dialogue, vont dire que l'armée a présenté un certain nombre d'images qui étaient totalement révoltantes. Nos compatriotes qui sont devenus des animaux, excusez-moi du terme, non plus que des animaux. Les animaux ne tuent pas pour rien. Les animaux tuent pour se nourrir.
ou bien pour se défendre. Mais on ne peut pas se mettre à tuer une femme pratiquement démunie d'une quelconque arme et la traîner par terre et l'élever. Je sais pas le terme qu'il faut utiliser. Donc je dis, même lorsqu'il faut sortir, même lorsqu'il faut faire bénéficier des mesures de clémence à certains de nos compatriotes qui ont fauté, il faut tenir compte du fait qu'il y a d'autres personnes qui ont subi des préjudices liés à ces compatriotes-là, et que cela peut avoir également un effet, comment je dis ça? Pardon? Effet boomerang? Effet boomerang. Si vous avez vu quelqu'un qui a tué votre parent et qui a été libéré comme ça, qu'est-ce qui vous empêche demain de prendre vos larmes pour aller vous venger? C'est pas exclu. Donc je pense que ce que nous devons noter, c'est que le président de la République a surpris beaucoup de monde d'une manière positive, en commençant à décrisper la situation, en tendant vers l'apaisement à travers cette libération, souhaitons tout simplement que cette libération continue. Okay. Pas seulement à ce niveau-là, parce qu'il ne faut pas non plus, et il faut quand même écouter ceux qui disent que même dans le domaine de ceux qui ont porté atteinte à la fortune publique, il faut bien que le président de la République, il jette un coup d'œil. Lorsque vous le dites, quand je vous vois sourire, mais comprenez que le Cameroun a aujourd'hui la législation la plus... de la décrispation. Bien sûr, nous avons une législation très sévère en matière de domaine des lieux publics. Vous avez vu Khalifa Sall au Sénégal. Ah, il a été libéré, il a fait combien de temps? Vous croyez qu'il a pris moins d'argent que certains qui ont été condamnés à 20-25 ans? Tout simplement parce que notre code pénal indique que lorsqu'on a pris plus de 500 000, on peut être condamné à peine de prison à vie. Oui. Vous comprenez? Donc moi je pense que dans le centre de la décrispation, les compatriotes qui ont pris de l'argent ou bien qui ont été condamnés pour des fraudes de gestion, il ne faut pas non plus oublier cela, ces compatriotes-là qui ont par exemple fait 10 ans, ou 8 ans, ou 9 ans, ou 11 ans, je crois que pour une justice sociale, serait peut-être mieux qu'on regarde également ces compatriotes et qu'on puisse les mettre dehors pour l'apaisement. Ok. Madame, Monsieur, direction Berlin, où nous attend Wilfried Ekanga. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Serge Alain autour. Bonsoir à tous les téléspectateurs et à tous ceux qui regardent Equinox TV en ce moment. Wilfried Ekanga, pour la première fois, vous allez vous exprimer sur Equinox Soir. 102 personnes arrêtées et détenues pour des faits commis dans le cadre de la contestation des résultats de la dernière élection présidentielle ont vu les poursuites pendant devant les tribunaux militaires arrêtés. Votre réaction à chaud, votre première sortie, c'est ce soir sur Equinox Soir. Wilfried Ekanga. Donc votre leader, Maurice Kamto. Alors, c'est évidemment un sentiment de... Si on est content, on ne va pas le cacher, on se réjouit de la libération, parce que c'est ce sur quoi on avait travaillé d'ailleurs, c'est ce sur quoi on avait établi, on avait dit, lorsque vous avez des gens dont il est incapable de prouver la culpabilité de ce dont ils sont accusés pendant 8-9 mois, même ceux qui les jugent devraient revenir à la raison et se dire ça ne sert à rien et ça ne contribue justement surtout pas à améliorer la situation dans ce contexte de dialogue qu'on a voulu créer. Et c'est important de le dire parce que, est-ce que c'est un signe d'apaisement? C'est votre question. C'est important de revenir sur ce que je viens de dire parce que l'autre question, c'est que après l'apaisement, après les signes d'apaisement, il faudra les signes de cohérence. Parce que c'est un par un, une brique qu'on a mis sur le mur, mais ce n'est pas le mur entier. On a tout un bâtiment à construire. Et là, c'est juste une brique que Paul Biya a posée. Et d'ailleurs, ça va certainement surprendre les partisans du RDPC. Je dis bravo à Paul Biya pour cette mesure, parce que c'est une mesure totalement sensée, parce qu'il ne fallait déjà pas permettre, ou du moins procéder, ou du moins permettre, enfin, ceux qui ont été incarcérés, en tout cas dans le cadre du MRC le soir. Donc je lui dis bravo pour ce qu'il a fait, mais évidemment, je ne le remercierai pas pour ça, parce que s'il y a un autre contexte, on y reviendra certainement. Mais la réaction en chaud, en tout cas, c'est celle-là. On est content, mais après, on demande à ceux qui nous ont dit, lorsque ce dialogue a été ouvert, à ceux qui nous ont dit que nous étions des va-t-en-guerre, parce qu'on disait que le dialogue ne va pas aboutir à une solution tant qu'il y a des gens emprisonnés. Ce sont les mêmes qui, une fois que Paul Biya a libéré ces gens, qui nous ont dit, voilà, Paul Biya, dans sa grandeur, a montré des signes d'apaisement, donc aller vers l'apaisement. C'est un peu incongru de nous demander d'aller vers l'apaisement, alors que lorsqu'on demandait ce que ces gens-là applaudissent aujourd'hui, ils nous ont traités de va-t-en-guerre.
il faut dire que les premiers surpris, en tout cas ceux qui ont été le plus surpris par les mesures de M. Paul Biya, c'est justement les RDPCistes, ou du moins les biyaïstes sans, enfin pas dans un sens péjoratif, en tout cas les partisans de Paul Biya eux-mêmes, parce que beaucoup se réjouissaient plutôt du fait que Maurice Kamto et ses alliés, ou en tout cas et les autres, écopent de peines lourdes pour des crimes dont évidemment on est encore aujourd'hui incapable de prouver le fondement. Parce que quand on vous arrête et qu'il y a un procès en cours, vous êtes présumé innocent. Et tant qu'il n'y a pas une culpabilité établie, pas dire que voilà, on vous a gracié, on vous a pardonné, on a eu pitié de vous. En fait, on part plutôt du principe que on vous a perdu du temps, on vous a gâché 8 mois de votre vie en vous mettant en prison, et a fortiori, ce serait même à celui qui vous libère de faire son mea culpa. Donc, la cohérence qu'il nous faut après l'apaisement, c'est de comprendre que lorsqu'on fait des propositions, parce qu'on nous demande de proposer, ce n'est pas parce que on est dans un bras de fer où on a envie de dire on est meilleur que les autres. C'est parce qu'on a compris que lorsqu'il y a une problématique comme les crises qu'on a au Cameroun, on doit accepter toutes les solutions qui convergent vers la résolution de cette crise, même quand ces solutions ne nous plaisent pas. Parce qu'on a dit qu'il y avait une double crise, beaucoup ne l'ont pas admis, beaucoup n'ont admis qu'une partie de la crise, encore que les acteurs de cette crise, quand on a dit beaucoup n'ont pas été ouverts sur leur libération, et justement, ça aboutit au fait que le fameux dialogue qui a eu lieu, il est incomplet. Et par rapport à ce que M. Edmond Kété disait, je ne verrais pas la libération des prisonniers comme un résultat de ce dialogue. Non, elle aurait dû être un préalable à ce dialogue, parce que parmi ces prisonniers, beaucoup auraient été des acteurs importants dont il fallait écouter les avis. Les résolutions qu'on attendait du dialogue, c'est notamment sur le plan politique, l'amélioration des processus électoraux, et sur le plan de la crise anglophone, les grandes questions qui vont régir l'avenir de notre pays dans les années à venir. Donc il faut que nous soyons cohérents et logiques, et qu'on arrête de dire de manière aveugle, voire moutonnière, bravo à Paul Biya, quand on pense qu'il va enfermer et condamner, enfin qu'il va permettre qu'on en fait la vie des gens, et lui dire encore bravo quand il dit bon, libérez-les, alors qu'en fait la proposition de les libérer est martelée depuis par ceux qu'on accuse d'être des battes en guerre, parce qu'ils disent que un dialogue, une concertation nationale avec de grands acteurs politiques emprisonnés alors qu'ils sont présumés, alors qu'ils sont encore innocents, ne va pas aboutir. Donc c'est ce que je pourrais dire en introduction. Ok. Maître Gueffak, comment comprendre l'évolution? On sait que le 6 septembre dernier, le professeur Maurice Kamto et les alliés étaient au tribunal militaire. L'affaire a été renvoyée au 8 octobre, donc demain. Et avant, il y a eu ces concertations avec le Premier ministre. La délégation du MRC exigeait, entre autres préalables, la libération des leaders du parti. Et arrive donc cette mesure du président le 3 octobre. Oui. Comment comprendre cet enchaînement? Oui. Paul Biya a voulu éviter demain, la séance de demain au tribunal. Ces gens-là, le président de la République nous a bien dit qu'il n'était pas autiste, qu'il écoutait tout le monde, qu'il suivait tout le monde. C'est pourquoi il a écouté toutes les pressions qui s'exerçaient sur lui pour libérer le ministre, le professeur Kamto et sa suite. Vous voyez avec quel empressement nos fonctionnaires, nous connaissons bien comment ils sont élégants. Ils ont travaillé jusque samedi, sous pression, pour les libérer. Cela signifie tout. De deux, ils ont libéré, toujours sous pression, les 333 du Nozo. Mon problème n'est pas de les libérer. On les a embastillés pour préserver l'ordre public. On les a libérés en partie pour préserver l'ordre public. Maintenant, moi, en tant qu'avocat, je m'interroge sur les 3 pans. 1. Les détenus qui ont été libérés du côté du Nozo, ils ont posé leurs problèmes. Le dialogue national pose ses problèmes. Le MRC et son groupe posent les problèmes. La question que je me pose, est-ce que dans le cadre de l'apaisement, les problèmes posés par le MRC et sa coalition, est-ce que tous ces problèmes seront résolus? Est-ce qu'ils trouveront solution point par point pour que l'apaisement soit vraiment ce qu'on recherche, ou bien on est dans du provisoirement définitif? De l'autre côté, est-ce que la libération des anglophones, est-ce qu'on a écouté leurs problèmes de sorte qu'en les laissant, on va donc
se pencher sur ces problèmes et les résoudre progressivement. Sinon, ce que moi je sais et je pense, les deux libérations ne concourent pas à la résolution des problèmes soulevés, et donc le grand dialogue a fait l'inventaire. Ce ne sont pas des solutions. Le problème crucial pour moi, c'est à partir de maintenant que ces deux situations sont en train de masquer le grand dialogue national. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la paix soit vraiment celle-là retrouvée? Parce qu'actuellement, vous voyez, si nous prenons juste le cas du MRC, on a libéré une partie, on a laissé une partie. Ça veut dire que les problèmes ont été scindés. Une bonne partie est là, l'autre partie reste dans le doute. Maître Ngefa, je reste avec vous. Vous dites qu'on a libéré une partie et l'autre est encore. Oui. Parlons de Mamadou Mota. Expliquez à nos téléspectateurs pourquoi Mamadou Mota se retrouve encore en prison. Bon, je vais répondre là en praticien. Aux questions politiques, des réponses politiques. Je défie tous les spécialistes du droit de me dire si ceux qu'on a libérés, ils ont tous rempli les conditions des articles 14 et 15 de la loi qui organise l'arrêt des poursuites. C'est une situation sui generis. Et ce sui generis ne répond qu'aux normes politiques. Donc, à ces solutions politiques, ils vous expliqueront pourquoi ils maintiennent encore, sans explication, le peu qui se trouve encore en prison à Yaoundé, à Douala et en Konsaba. Parce qu'on ne vous expliquera jamais comment celui qui a été condamné, mais qui a relevé appel dans les mêmes conditions que Mamadou Mota, est libre. Mais Mamadou Mota, lui, il est en prison. Ça ne répond à aucun critère. Nous ne sommes ni dans l'arrêt de poursuite, nous ne sommes ni dans la grâce, encore moins l'amnistie. Donc l'acte politique, c'est celui qui a commandé l'arrestation, celui qui a ordonné la mise en liberté, celui qui détient l'agenda, le calendrier de ces libérations, celui qui doit nous dire où est-ce qu'il nous mène. Et c'est de ça qu'il est question. Ok. Maître Biliga, je veux un autre avis. Hein? Maître Biliga, pourquoi Mamadou Mota reste en prison? Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse à cette question, parce que l'homme, comme l'a dit mon confrère, il y a certaines personnes qui étaient dans le même camp, on ne citerait pas de nom, qui ont été condamnées, je crois, à 2 ans de prison et qui ont fait appel, mais qu'on a vu sortir de la prison. Ça peut être une erreur, pourquoi pas. Rien n'empêche que cela puisse être rectifié. Et moi, je pense que dans le cas de l'apaisement, il est nécessaire que cela soit rectifié. Que certaines personnes, beaucoup de personnes qui sont encore détenues, puissent l'être. Et je dis, rien n'exclut que cela soit fait. Parce que personne ne pouvait vous dire que... Mais Maître Mamadou Mota a été condamné par rapport à la mutinerie, non? C'est ça que je suis en train de expliquer. Qu'il y a d'autres personnes, je ne voudrais pas citer le nom, mais mes confrères le savent, qui ont été condamnés, pas dans le cas de la mutinerie, mais dans le cas d'une autre procédure, je crois, à 2 ans de prison, et qui ont fait appel, sauf si je me trompe, et qui, naturellement, devaient être dans la même situation que Mamadou Mota. Mais moi, je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un processus. On a commencé à faire sortir des gens. Je crois qu'on va continuer à le faire. S'il y a des erreurs qui sont... Vous êtes sûr? Comme vous voyez le président agir depuis quelques jours là, oui, moi je pense que le président de la République est dans une logique d'apaisement. Oui. Le simple fait qu'il ait eu à écouter les Camerounais et à trancher en faveur de la tenue du dialogue national. Parce qu'il ne faut pas oublier que le président de la République est là, il écoute toutes les voix. Oui. Il y a ceux qui disaient oui, il faut aller au dialogue, et d'autres qui disaient non, il ne faut pas y aller. Et il a pu trancher, et je crois qu'il faut être honnête en disant c'est une bonne décision qu'il a prise. Et il l'a prise d'une manière souveraine en tant que président de la République. Et en plus cette décision, il a commencé sans que cela ne soit annoncé d'une manière claire et précise, sans que les personnes de s'y attendre. Au lendemain pratiquement de la tenue de ce grand dialogue, il a ordonné des mesures de clémence. Je pense qu'il est logique qu'il continue dans cette situation-là, qu'il continue à prendre ce genre de mesures. Donc, je dis, on aurait pu comprendre s'il n'y a aucune autre personne qui était dans le cas de Mamadou Mota, c'est-à-dire qui a été condamné par ailleurs, qui est détenu pour autre cause. Mais il y a des personnes qui sont dans le même cas que lui, et je pense que ça peut échapper
à ceux qui rédigent, qui prennent les listes, c'est pas exclu. Donc je dis que le souhait, c'est que ce monsieur également, qui est une grosse tête, qui est une grande tête, on a vu comment lui également puisse bénéficier de cette mesure de président de la République. Je suivi tout à l'heure M. Ekanga qui semblait dire que, ou bien certains d'ailleurs l'ont dit plusieurs fois, qu'on ne devait pas remercier le président pour ce qu'il a fait. Je pense qu'au-delà de la politique, aucune personne n'oblige le président à le faire. Aucune personne ne peut l'obliger. C'est d'une manière... N'oubliez pas que tout à l'heure, nous évoquions les cas de nos frères, de compatriotes qui sont embastillés dans le cadre des détournements des deniers publics. Il y a eu des pressions, beaucoup de pressions, mais cela n'a pas amené le président à fléchir. Donc lorsqu'il prend une décision, il prend cette décision en son âme et conscience, il prend une décision pour l'intérêt de notre pays. D'abord, Signor Barista, pourquoi Mamadou Mota est encore en prison? Je ne peux pas être plus royaliste que le roi. Mon confrère a reconnu en toute honnêteté que ça peut être, n'est-ce pas, une situation qui a échappé. Parce que vraiment, normalement, Mamadou Mota devait être dehors. Rien ne justifie sa présence en prison aujourd'hui. Parce que la condamnation pour autre cause dont on pourrait évoquer fait l'objet de l'appel, donc ça veut dire que c'est en suspens jusqu'à ce que la cour tranche. Donc je pense qu'il devait être dehors comme les autres qui sont dans la même situation que lui et qui ont été libérés. Étant donné que s'il n'était pas en prison pour des causes politiques, il n'aurait pas été condamné pour dans ce deuxième cas. Voilà. Donc je pense que normalement il devait être dehors avec les autres. Mais par contre, mon confrère a évoqué quelque chose que M. Wilfried Ekanga a dit, et ça devient un peu récurrent, parce que le matin, j'ai aussi entendu ça. Quelle que soit la situation, je crois que même dans une maison, on doit savoir dire merci. Nous sommes dans une république. La république a une tête, a un chef. Et il faut savoir distinguer entre les actes posés par le président de la République en tant que président de la République et les actes posés par un homme politique. La grâce présidentielle n'existe que pour l'exercice de la fonction du président de la République. Donc il ne faut pas que les gens continuent à s'amuser. Le président a exercé une fonction présidentielle en déclarant, en ordonnant la libération, n'est-ce pas, des militants du MRC. Il n'était pas obligé. Il n'était pas... Les gens, certaines personnes parlent de pression. Quelle pression? Quelle pression? Depuis 9 mois qu'ils sont en prison, quelle pression? Il est libre, il était libre de dire, je les maintiens. Bon, je ne touche pas puisqu'ils sont devant la justice. Mais en tant que chef de l'État, la loi lui reconnaît ce pouvoir. Des pouvoirs, vous voyez, la loi sur le tribunal militaire, la procédure du tribunal, lui donne le pouvoir de dire arrêtez. Et il a exercé ce pouvoir. Donc je pense qu'il était de bon ton que les gens du MRC disent merci au chef de l'État. Je sais qu'ils sont là, ils ont quelque chose d'armé dans leur gorge, ils disent que la victoire est volée, mais mon frère, à un certain moment, il faut savoir que les carottes sont cuites. Et vous laissez les choses là. C'est le chef de l'État. À la date d'aujourd'hui, là, il n'est plus contesté. Il va finir son mandat ou il va mettre le temps que Dieu a dit qu'il va rester là. Sachons dire merci quand c'est nécessaire. Moi, je ne trouve pas que ce soit normal que les gens disent que pourquoi est-ce qu'il avait d'abord envoyé en prison. Non, ce n'est pas M. Biya qui a signé que M. Kamto soit mis en prison. Soyons honnêtes, ce n'est pas lui. C'est d'autres personnes qui l'ont envoyé là-bas, ce n'est pas lui. Vous regardez le mandat de détention, il n'est pas signé de Pobia. Alors, quand le chef d'État exerce donc sa fonction présidentielle, il faut que les gens sachent comment apprécier. Je vais vous rappeler que moi, en tant que président national de Reform Party, j'ai félicité le chef d'État sur Facebook. J'ai fait un post pour le féliciter et l'inviter, n'est-ce pas, à élargir cette mesure de clémence, n'est-ce pas, à tous les autres prisonniers politiques, pour permettre aux Camerounais, n'est-ce pas, d'avoir une véritable situation de détente. Ok. Edmond Kouyaté, sur cette situation, il y en a qui,
mais les militants qui sont encore en prison. Et comme évoquait Signor Barista, et par rapport à ce qu'a dit Wilfried Ekanga, l'acte du président est diversement interprété. Je crois que nos combats politiques ne doivent pas nous faire perdre la lucidité. J'abonde dans le sens de Maître pour dire qu'il faudrait à un moment donné dissocier, n'est-ce pas, le chef de l'État, le président de la République, du militant du RDPC ou alors du chef du parti RDPC qu'il est. Et tant qu'on ne peut pas arriver à cela, on ne peut pas comprendre l'importance de l'acte du président de la République. Je ne parle pas du président du parti RDPC. Ce n'est pas de lui que je parle. Je pense que même sur le terrain politique, il faut garder la lucidité pour savoir reconnaître, dissocier les vertus des vices, reconnaître ce qui est bien et ce qui est mauvais. C'est de ça dont il est question. Au demeurant, en considérant même le chef de l'État comme un homme politique, il faut savoir que ces actes doivent être analysés à travers le prisme politique. Et donc, quand il pose un acte, il faut bien que derrière, il y ait un calcul politique. Je dis encore que s'il avait libéré les prisonniers avant le dialogue, ça n'aurait pas eu le même impact qu'après le dialogue. Ça, il faut le comprendre. Et en tant qu'homme politique, quand il pose un acte, il faut bien... Vous parlez de quel prisonnier là? Je parle... MRC, allié ou bien... Surtout, nous parlons là des prisonniers du MRC. Oui. Ça n'aurait pas eu le même impact. On est d'accord? Et donc, il faut comprendre cela de cette façon. Il ne s'agit pas pour nous de dire merci au chef de l'État parce qu'il ne faudrait pas réduire la nation camerounaise à une bataille MRC-RDPC. Il ne s'agit pas de ça. Lorsque nous parlons de la décrispation, il ne s'agit pas de décrisper entre le MRC et le RDPC. Il s'agit de créer un climat vivable dans la nation camerounaise parce que tant que c'est tendu, même ceux qui n'ont rien à voir avec la politique et qui ne se réclament d'aucune chapelle politique sont également victimes, n'est-ce pas, de la lourdeur du climat. Et donc, c'est le chef de l'État, le président de la République, Monsieur Paul Biya, nous ne parlons pas là, cette fois-ci, je le dis encore, du président du RDPC. C'est lui qui pense qu'il faut décrisper, n'est-ce pas, la nation camerounaise. Il ne s'agit pas d'un problème entre un parti politique et un autre. Et donc, j'ai comme l'impression que mon jeune frère Wilfried Ekanga veut se limiter toujours, n'est-ce pas, dans des débats, n'est-ce pas, dans le duel entre le MRC et le RDPC. Il faut sortir de là et regarder, n'est-ce pas, la nation tout entière. Je dis bien que le climat qui est actuellement, qui était très tendu, ou qui continue même d'être tendu, n'impacte pas que les hommes politiques, n'impacte pas que les militants et les sympathisants de certaines chapelles politiques, c'est tous les Camerounais qui en souffrent. Et donc aujourd'hui, si le président, cette fois-ci de la République camerounaise, chef de l'État de toute la nation, président de tous les Camerounais, s'il a pris cet acte-là, il est de bon ton quand même que certains Camerounais disent, au moins si ça peut réduire la tension, tant mieux, merci. Et je pense même que l'élégance républicaine aurait voulu que le MRC dise merci au chef de l'État, au président de la République, parce qu'il a exercé là un droit constitutionnel qu'il n'était pas obligé. Il pouvait dire, tant qu'à faire, que la justice aille jusqu'au bout. S'ils sont blanchis in fine, qu'ils soient blanchis, qu'ils soient relaxés. S'ils sont reconnus coupables, eh bien, qu'ils soient condamnés. Okay. Aujourd'hui, il faut reconnaître que l'acte qu'a posé le chef de l'État, ça ne se limite pas seulement à un arrêt de poursuite. Les techniciens du droit qui sont sur la table vont vous dire que le parquet s'est désisté. Ça veut dire qu'il n'y aura plus jamais une possibilité d'ouvrir, n'est-ce pas, cette affaire-là. Et donc, c'est tout ça qu'il faut apprécier. Et donc, je dis qu'à un moment donné, sachons faire preuve d'élégance politique, sachons nous mettre au-delà de nos considérations partisanes et faire preuve d'élégance républicaine pour reconnaître quand même qu'un acte républicain a été posé et qui a profité à toute la nation, à l'ensemble de la nation, n'est-ce pas, à la nation tout entière. Wilfried Ekanga. Ne peut pas s'exprimer dans l'intervalle. Il y a eu beaucoup de commentaires, mais vous avez oublié, à ma grande curiosité, ce que j'ai dit au départ
Si vous avez une mémoire partielle, elle devient partielle. Je dis bravo à Paul Biya, vous vous en souvenez encore, a fortiori, on regardera la diffusion. La rediffusion, je dis bravo à Paul Biya pour cet acte qui était tout à fait raisonnable parce que oui, il contribue à la décrispation. Et après, j'ai dit, quand on parle donc de décrispation et d'apaisement, on doit aussi parler de cohérence en disant que ceux qui ont demandé, ceux qui applaudissent aujourd'hui la mesure élaborée par Paul Biya, je me souviens que c'était les mêmes qui trouvaient aussi que Paul Biya faisait bien de ne pas libérer ces gens. Dans le cadre du MRC, puisqu'il était mentionné plusieurs fois, miné d'ailleurs, Maurice Kamto avait demandé il y a quelque temps un dialogue avec Paul Biya, ce à quoi le ministre de la Communication a répondu qui est Maurice Kamto pour que Paul Biya dialogue avec lui. Ça veut dire que le MRC qui reçoit des leçons aujourd'hui avait compris avant que les Camerounais se valent entre eux. On appelle ça la mesure préventive. On dit gouverner, c'est prévoir. Paul Biya a utilisé une mesure curative, c'est-à-dire un sérum qui soigne, c'est bien, mais ça peut aussi arriver à une erreur de timing où on dit il est un peu trop tard, il y a quelques dégâts qui ont déjà été causés. Donc je dis bravo à Paul Biya pour cette mesure salutaire, mais si vous voulez donner des instructions au MRC, intégrer le MRC et peut-être que vous concourrez à justement faire évoluer le parti dans 2 ou 3 propositions, sinon on encore actuellement le droit de choisir à qui on dit merci, quand et pourquoi. Et quand je dis qu'on ne dit pas merci à Paul Biya, c'est parce que, vous l'avez dit vous-même, il y a eu désistement. Ils ont été inculpés pour certains faits. Et quand on est inculpé, c'est-à-dire pas condamné, on est présumé innocent. Et on reste innocent jusqu'à la condamnation. L'accusation a eu 9 mois pour établir les preuves prétendument irréfutable de la culpabilité de Maurice Kamto et de ses alliés, ce dont elle a été incapable. Les procès ont été renvoyés un nombre incalculable de fois, ce qui veut donc dire, jusqu'à preuve du contraire, Maurice Kamto n'a été coupable de rien, ce qui veut donc dire qu'en fait, il a été privé de liberté pour rien. Et vous ne pouvez pas priver quelqu'un de quelque chose dont il jouit depuis la naissance, et une fois que vous la lui remettez, vous attendiez à ce qu'il vous dise merci, même si vous n'y êtes pas obligé. Je veux dire, les petites filles qui sont victimes d'abus au Cameroun et ailleurs, ceux qui le font, en tout cas ceux qui le font pendant 2-3 ans et les relâchent ne sont pas obligés de les relâcher, ils auraient pu continuer 3, 4, 5 ans encore. Mais ça n'enlève rien au fait qu'en fait, ce qu'on retient, c'est que la jeune fille a été privée de sa dignité, a été souillée pendant un certain nombre d'années. Pardonnez-nous de regarder les choses sous cet angle-là. Et lorsque nous parlons d'apaisement, c'est pour anticiper encore l'avenir, pour que les mêmes erreurs ne soient pas commises. Parce qu'il n'y a pas que la libération des prisonniers, elle est impréalable. Si c'est de ça que le dialogue a accouché, c'est insuffisant. Elle est impréalable à ce dialogue parce qu'il aurait dû inclure les acteurs. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec M. Edmond Kuete qui dit que ça n'aurait pas eu le même impact si on les avait libérés avant le dialogue des seuls. Il ne s'agit pas d'impact, il ne s'agit pas de pub, il ne s'agit pas de buzz, il s'agit de rationalité. On a une crise politique qui implique un nombre d'acteurs et lorsqu'il y a un dialogue qu'on veut inclusif, qu'on veut complaisant, qu'on veut concertation nationale, on aimerait que les principaux acteurs de ce dialogue soient impliqués. C'est ça qui va aboutir à une solution. Ne pas le faire et jouer un jeu politique parce qu'on doit récolter des éloges à la fin. On peut même les récolter, je peux dire merci à Paul Biya maintenant, mais ce n'est pas ça sur le long terme qui résoudra la crise anglophone ou alors la crise politique parce que d'autres questions demeurent comme vous avez évoqué. Mamadou Motaki est incarcéré et qui voit des gens qui ont été en tout cas libérés alors qu'ils sont accusés plus ou moins. Merci Wilfried. Merci Wilfried. On se retrouve après le journal, le temps d'observer la première pause de cette édition d'Equinox Soir. Bonsoir Nadine, au menu ce soir, Nadine Yambou. Bonsoir Serge Aléotou et bonsoir également à vos invités. Ce soir, au journal de 20h, nous évoquerons la sortie du SDF 2 jours seulement après la tenue du grand dialogue national. Dans un communiqué, le chairman du Social Democratic Front, Ninjon Fundi, invite donc le chef de l'État, Paul Biya, à appliquer le système d'autogestion du Québec au Cameroun. La question là est celle de savoir si le chef de l'État va-t-il accéder à cette demande au moment où tous les regards
regards sont tournés vers le palais de l'Unité pour la validation, notamment des propositions faites lors des assises de Yaoundé. Et l'appel à la révision du statut de la région de l'extrême nord ainsi que la libération des prisonniers politiques, notamment les prisonniers de l'opération Épervier, suscite de vives réactions. Les analystes y voient, en plus d'un prétexte, l'une des premières causes du non catégorique au fédéralisme souhaité par l'opposition. Et puis en santé, nous parlerons des travaux du 7e congrès des gynécologues qui se tient à Douala. Donc depuis ce matin, les experts notamment réfléchissent sur les problèmes notamment de l'infertilité qui affecte de nombreux couples au Cameroun. Il faut donc préciser que 40% d'infertilité proviennent des causes masculines. Il est donc question de trouver des voies et moyens pour une meilleure prise en charge des personnes victimes de ce problème au Cameroun. C'est donc tout pour le moment, c'est Jalin Rotouf. Voilà, madame, monsieur, fin de cette première partie Equinox Soir. Je vous retrouve après le journal de Nadine Yambou pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Place tout de suite, comme je vous l'ai dit, au journal de Nadine Yambou. Retour sur le plateau Equinox Soir, c'est la deuxième partie réservée au débrief du journal, toujours en compagnie de Edmond Kouyaté, maître Joseph-Claude Biliga, Signor Barista Achou Emmanuel et maître Augustin Gueffak. On va donc partir tout de suite, direction Berlin, où nous attend Wilfried Ekanga. Mon frère, une fois de plus, Wilfried, vous êtes au courant de ce qui se passe après le grand dialogue national. Il a été décidé comme ça que les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun allaient s'acheminer vers un statut particulier. Ce n'est qu'une recommandation. Mais depuis quelques jours, l'extrême nord veut son statut particulier. Réaction, Wilfried. Alors, ça veut dire d'une part que on essaye de satisfaire les doléances. Ça veut dire d'une part que le gouvernement actuel n'est pas sourd, entre guillemets, à ce qui se passe et essaye de calmer la situation. La grosse problématique seulement, et malheureusement, c'est que ce gouvernement-là essaie de calmer la situation, 1, avec ses méthodes, 2, avec le type de méthode qui lui fait plaisir. Il faut que nous intégrions, et c'est de ça que souffre le pays sur la question anglophone, en tout cas depuis 3 ans, il faut que nous intégrions, en tout cas que ceux qui sont au pouvoir actuellement, intègrent que la solution à un problème peut être une solution totalement opposée à ce que eux, ils ont choisi comme solution. Nous sommes les résultats d'un système colonial français qu'on appelle le jacobinisme, l'hypercentralisation du pouvoir aux mains soit d'une personne, soit d'une minorité. Et en général, parce que le pouvoir est délicieux, on va utiliser le mot, il est compliqué de s'en détacher. On dit que l'appétit vient en mangeant. Donc, s'il y a des gens qui font des contestations et qui mettent sur la table la question de la forme de l'État, on ne réfléchit pas de savoir si peut-être ce sera la meilleure forme qui permettrait au pays de prospérer. On se dit, il est hors de question que j'aie à partager une si grande partie de mon pouvoir avec mes concitoyens. Du coup, on bifurque, on prend des alternatives, des solutions intermédiaires qui peuvent donner quelque chose, mais qui ne sont pas forcément ce qui était demandé. Sur la question de l'organisation politique dans un pays, il n'y a pas de gouvernement magique. Un pays peut se développer avec le système camerounais, il peut se développer avec des zones spéciales comme ce qu'on veut faire pour les régions anglophones, il peut aussi se développer dans un système fédéraliste. Mais dans le contexte actuel du Cameroun, ce qui a créé les crispations, c'est l'absence d'autonomie et l'impression que tout se joue à Yaoundé de la part venant de ces régions-là, qui se sont dit on aimerait avoir sous une forme fédérée le pouvoir de disposer de nous-mêmes dans une large mesure, ça pourrait même être profitable au pays tout entier. Je peux terminer en prenant l'exemple, c'est assez curieux que je le prête parce que ça vient même pas du MRC. Je me souviens, il y a quelques mois, il ne s'était pas porté candidat, mais monsieur Bernard Djonga du mouvement Croire au Cameroun Crac avait proposé une sorte de découpage administratif fondé sur les besoins et les potentialités économiques du pays. Ce qu'il et des régions agroécologiques. Ça permettait à ce que le fédéralisme ne soit pas fondé soit fondé non pas sur les appartenances ethniques ou alors sur l'historicité postcoloniale, mais plutôt sur justement la façon dont nous pouvons aménager l'économie selon les richesses d'une région.
Et c'est quelque chose à laquelle je peux souscrire parce que moi, je suis de ceux qui pensent que dans un État, dans un pays, l'État ne doit pas être le premier employeur. C'est un État hors sujet quand les choses sont comme ça. La Chine, qui est le premier pays au monde en termes de croissance économique, les entreprises privées emplois sont responsables des 80% d'emplois et encore l'année dernière c'était mieux, le secteur privé a fourni 90% des emplois en Chine. Or au Cameroun, encore que la CDC subit la crise anglophone dont est en train de tomber en décrépitude, il est un premier employeur avec tous les dégâts qu'on connaît. Donc on doit penser la République avec les réformes qui sont les meilleures et non avec les réformes qui plaisent à ceux qui sont au pouvoir actuellement. C'est pour ça qu'il fallait inclure tout le monde, même ce qu'on n'aime pas. Parce qu'en utilisant des solutions qui nous plaisent à nous, on va avoir des résultats qui nous plaisent à nous, mais qui ne plaisent pas forcément aux autres. Et actuellement, la probabilité que ce soit le cas au Cameroun, elle est très grande. Parce que le simple fait que le dialogue national n'ait pas inclus tout le monde, voire n'ait pas inclus ceux-là qu'il aurait dû inclure, elle est très élevée. La probabilité est très élevée que ça n'accouche pas de ce dont le Cameroun a besoin. Ok. Maître Joseph-Claude Biliga, sur ce, on ne va pas dire que le ton monte, mais ils sont quand même en droit d'exiger aussi un statut particulier, parce qu'on se souvient, il n'y a pas longtemps, il y a eu cette décision du Premier ministre qui faisait et du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et de l'extrême Nord des régions économiquement sinistrées. Oui, mais les raisons ne sont pas les mêmes pour le statut particulier. Oui. Il faut quand même pas, je veux dire... Ils disent qu'ils ont subi les affres de Boko Haram. C'est pas le problème, c'est pas les actes de Boko Haram qui conditionnent le statut particulier. En matière économique, on peut comprendre. Mais en matière d'administration, pas du tout. Nous, Maître Achouel a pour mieux nous l'indiquer, il y a quand même eu en 61 un référendum qui a eu lieu dans les zones, dans le Cameroun méridional et le Cameroun occidental. Le Cameroun méridional s'est rattaché au Nigeria en prenant son indépendance, et le Cameroun, ce qu'on appelle le Soudan Cameroun, s'est rattaché au Cameroun, à la République du Cameroun. Donc, c'est pas la même chose. Je veux dire, l'extrême nord ne s'est jamais rattaché par un référendum ou par des négociations au Cameroun, au reste du Cameroun. Donc vraiment, c'est deux cas totalement différents. On ne peut pas le faire. Si on ouvre cette voie de Pandore, on ne va pas s'en sortir. Parce que vous savez bien que si chaque région veut maintenant demander son autonomie ou bien un statut particulier, un statut particulier, on ne s'en sortirait pas. Vous savez qu'il y a les Bassa qui demandent une région. Vous savez qu'il y a maintenant, je ne sais pas si c'est une blague, mais on a vu les Graffiles qui demandaient déjà une région avec des drapeaux et autres. Non, il ne faut pas que les gens prennent des choses qui sont sérieuses comme des blagues. Nous avons un problème réel qui est posé aujourd'hui et qui doit être solutionné. Certains ont pensé au fédéralisme, certains ont même pris l'exemple pour la sécession. Le Cameroun est un État unitaire décentralisé. Dans la décentralisation, on peut trouver des moyens pour pouvoir régler des problèmes de ceux qui voudraient, par exemple, la fédération. J'aime prendre un exemple banal. C'est un État, il y en a plein d'ailleurs, un État unitaire décentralisé qu'on appelle la RD Congo. Mais où on trouve un groupe de 10 régions, je veux dire les provinces, sont structurées comme des États. Oui. Avec un gouverneur élu, moi j'étais à Lubumbashi, avec les maires, donc je veux dire les parlementaires, députés, les ministres provinciaux, les députés provinciaux, les sénateurs provinciaux, à côté des sénateurs nationaux, des ministres nationaux, etc. Ben, c'est un État centralisé. Donc je veux dire qu'en réalité, il ne faut pas que ça soit comme du fétichisme, où on pense qu'il faut seulement peut-être faire la fédération pour pouvoir prendre en charge la gestion des ressources ou bien de la gestion des affaires de sa région. Je voudrais peut-être dire une chose sur le grand dialogue national. J'avoue que j'ai été un peu déçu avec des propositions qui ont été faites dans notre... Malheureusement, je vous en prie, ce n'est pas... Ce sera l'objet d'une autre émission. Mais ça rentre dans la décentralisation. Non, nous restons dans le débrief. On rentre dedans. Je parle de la justice et de l'éducation. Voilà, vous êtes sorti. Je suis sorti. Ok. Non, si vous me recadrez, je... Si vous allez rapidement mettre la président. Oui, ce que je disais était ceci. C'est que nous aurions pu laisser l'héritage colonial. C'est-à-dire que créer un système camerounais de justice
un système camerounais d'éducation. Et on est en train de le faire. Lorsque vous regardez l'harmonisation qu'il y a au niveau du code pénal, le code du travail, le code de procédure pénale, etc., il y a une harmonisation. Lorsque vous regardez les tribunaux aujourd'hui, même dans la zone francophone aujourd'hui, vous ne verrez ça dans aucun autre pays francophone. C'est-à-dire qu'en réalité, le Cameroun s'est frayé une voie, et moi je pense qu'on devrait continuer de la même manière au niveau de l'éducation. Quand les enfants naissent et commencent à faire le bilinguisme dès la maternelle, ces Camerounais-là ne seront ni francophones ni anglophones. Ils auront la double culture, non seulement linguistique, même la culture en tant que telle. Donc je voyais pas que les deux systèmes, qu'on pouvait maintenir. On devait continuer à dire que le système anglo-saxon doit évoluer d'une manière individuelle, alors que une bonne majorité des Camerounais qui sont francophones d'origine sont aujourd'hui scolarisés dans le système anglo-saxon et vice-versa. Merci. On va donc rester dans le sujet. L'extrême nord qui veut son statut particulier, maître Augustin Gueffard. Ces gens-là... Et ils exigent aussi que les prisonniers de l'opération Épervier soient aussi élargis. Oui, ces gens-là, j'étais disant que la demande de nos frères du Grand Nord me gêne parce que ils sont en droite ligne avec ceux qui utilisent la grammaire identitaire à l'heure actuelle, au sortir du grand dialogue national. Parce que exiger un statut particulier voudrait dire que, en application de la Constitution de 1996, qu'on reconnaisse au nord-ouest ou au sud-ouest le caractère de minorité qu'on doit protéger. Mais est-ce qu'ils répondent aux critères? Je me souviens dans l'une de mes lectures d'un de mes précepteurs, moniteur de droit constitutionnel, le professeur James Mwangue, qui critiquait effectivement le comportement de cet article, en tout cas l'application de cet article, parce que c'était réducteur. Je suis très mal à l'aise de savoir que de mes petites lectures là, en réalité, tous ceux qui se sont réunis à Yaoundé n'ont trouvé que cette grammaire identitaire pour résoudre le problème au Nozo. Non, il faut que ça change. D'ailleurs, quel est le contenu? Quel est le contenu? Il ne faut pas nous donner de grandes phrases au sortir des chambres climatisées pour régler un problème qui est si compliqué. Aujourd'hui, la réalité, c'est que mes frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest se posent une seule question. And what next? And what next? Okay. Et c'est de ça qu'il est question. Donc, pour me résumer et être clair, nous avons libéré ensemble une partie des membres du MRC. Nous avons libéré ensemble une partie des détenus du Nozo. Il y a eu le grand dialogue. Qu'est-ce qu'on fait après? Il faut expliquer à la population. Il ne faut pas utiliser ces deux sorties, ces deux libérations, pour noyer l'objet essentiel, qui doit vraiment entraîner la paix. Pour moi, je pense que le président de la République ne peut pas tout faire. Il a pris son décret. Les deux camps du RDPC qui gèrent la République ont scindé son décret en deux. Pour contenter les uns, on scindé le décret en deux, on refuse de libérer les gens tels qu'il a exigé. Moi, je pense que chacun à sa place doit faire ce qu'il doit faire. Les magistrats qui ont passé le temps à torpiller les procédures, je me demande bien comment ils se sentent après le décret du président de la République. Il faut qu'ils se disent il faut qu'on arrête, qu'on construise. Ceux qui ont passé le temps à empiéter sur le fonctionnement ou bien les revendications du MRC, sur la notion de code électoral, il faut qu'ils se regardent en face et qu'ils se disent ce monsieur-là ne peut pas tout faire. Okay. Corrigeons ce qu'on doit corriger, ainsi de suite, pour que chacun à sa place apporte sa petite contribution. C'est ce que je peux dire. Signor Barista, le SDF sur la question du statut particulier, statut spécial, suggère qu'on se réfère à ce qui se passe au Canada, et précisément au Québec. Votre réaction? Oui, c'est vraiment la manifestation de l'échec de ce grand dialogue. Pourquoi? Sur ce plan-là, parce que le grand dialogue a accouché d'une proposition vide qui n'a aucun contenu. C'est clair. Alors, le SDF était donc obligé, dans cette vacuité, de proposer quelque chose. Mais je m'en réfère aux nominations qu'on vient de voir, des préfets, et je constate que la zone anglophone en a profité, en a reçu quelques nominations. Alors, je pose donc la question.
quelle autonomie possible dans la préfectorale? Parce que quand vous maintenez la préfectorale, vous ne pouvez plus parler d'autonomie. Parce que la préfectorale, ça c'est le socle du jacobinisme. Alors, c'est les préfets qui sont des chefs d'État, les sous-préfets, les sous-préfets. Alors, vous les maintenez, alors que vous savez que vous êtes en train de mettre en place un système d'autonomie. Ça sera compliqué. Vraiment, ça sera compliqué. Moi, je pense que c'est mieux pour le gouvernement de regarder le problème de fond. Ne pas faire semblant de vouloir contenter quelques personnes. Parce que justement, moi, j'ai posé cette question. Quelle sera la raison pour laquelle on va donner un régime spécial au nord-ouest et au sud-ouest? Et j'ai même posé devant une autre chaîne la question de savoir, est-ce qu'une loi peut être discriminatoire? Parce que la loi est censée s'appliquer à tout le monde. Vous ne pouvez pas venir dans un pays que vous dites un et indivisible, mettre en place quelque chose qui s'applique à une partie du pays. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Et quand vous regardez même, les gens disent article 62 de la Constitution. Est-ce que cet article dit que c'est le Parlement qui va mettre? On dit que c'est le président par décret. Ah, c'est compliqué. Ok. C'est compliqué. Moi, je pense que c'est mieux qu'on regarde les choses en face. Oui. Le problème de fond, c'est que la réunification n'a pas été finalisée. Pourquoi pas finaliser cette réunification? On commence à danser à gauche, à droite, comme si on ignore le problème. Allons-y droit au but. Faisons ce qu'on doit faire. Je vais attirer votre attention sur un problème. Au début, lorsque le RDPC demandait, posait la question de savoir avec qui va-t-on dialoguer, beaucoup de gens croyaient que c'était bête. Ce n'était pas bête du tout. Parce que le RDPC posait justement un problème de légitimité. Les gens qui sont dans la diaspora et qui se disent interim government de Southern Cameroun, qui les a élus? Personne ne les a élus. Le RDPC a si bien posé le problème. Mais malheureusement, dans votre dialogue que vous venez d'organiser, vous avez légitimé ces personnes en leur adressant des invitations officielles. Mais attendez. Les invitant à venir au dialogue. Mais attendez. Ça veut dire que vous reconnaissez qu'ils représentent. Non, mais attendez. Le président, dans son discours du 10 septembre, a dit les fils et filles du Cameroun. Et les représentants des groupes armés, les représentants des victimes, les invitations, les représentants du chef des forces de défense et de sécurité. Pourquoi vous voulez exclure des Camerounais? Non. Si on avait exclu... Je n'exclus personne, j'ai dit seulement parce que tout à l'heure, il ne fallait pas leur donner la légitimité en les invitant officiellement. Est-ce que moi, Achou... Donc on ne devait pas les inviter? Fils et filles du Cameroun, vous m'avez invité? Je suis congolais. Alors, le palais des congrès allait contenir tout le monde. Ah, voilà. Oui, sur cette question, la revendication des fils du septentrion. Vous savez... Un statut spécial pour l'extrême nord et la libération aussi de Marafa Amidou Yaya et Iya Mohamed. Serge Alain, cela repose fondamentalement un problème, n'est-ce pas, qui a effleuré mon esprit lorsque le chef de l'État a convoqué ce dialogue. Vous savez, il faut qu'on se pose une question de fond. Est-ce que le grand dialogue national, tel qu'il a été convoqué, était pour résoudre le problème dans le Nozo ou alors pour résoudre les problèmes du Cameroun? Le président dit principalement le Nozo. Maintenant. Principalement. Alors, moi, c'est là où j'ai un problème. Et les autres problèmes aussi, de la nation. C'est là où j'ai un problème, parce que je ne pense pas que forcément, parce qu'on a cuit, on a fait bouillir les macabots, les patates et les tarots dans la même marmite, il faille forcément les piler dans le même mortier. On ne peut pas avoir quelque chose de comestible de cette façon. Et si vous regardez aujourd'hui, le Cameroun, c'est comme un patient qui a souvent souffert des maux de tête, des maux d'estomac, du mal de pied, du mal de ventre, sans véritablement jamais consulter un médecin, et qu'un matin, il est terrassé par un cancer, et on estime qu'il faut chercher un médecin qui va appliquer en même temps
un traitement sur son cancer, le même traitement doit traiter ses maux de tête, son mal de ventre, son mal d'estomac et tout cela. C'est ça le problème. C'est pour ça que ce grand dialogue risque de poser plus de problèmes qu'il ne va résoudre. Parce que le statut particulier qui est donné, comment vous l'appelez, au nord-ouest et au sud-ouest, quel est le contenu qu'il faudrait y mettre? Le contenu qu'on va mettre dans ce... Vous avez vu, le chairman a demandé qu'on lui applique le statut n'est-ce pas, du Québec. Est-ce que c'est ça qui va être fait? Le statut, en fait, je veux dire, le contenu qui va être mis dans le statut particulier risque de créer trop de problèmes parce que les autres régions risquent de se demander, in fine, nous on a quoi? Nous réclamons aussi ce statut particulier parce que vous avez vu Maître Achou, Senior Barrister disait tout à l'heure que écoutez, il parlait qu'on ne doit plus nommer le préfet dans cette région. Ça veut dire que dans l'esprit des uns et des autres, c'est carrément un État autonome qu'il faut mettre dans cette région. Par exemple, si on raisonne comme lui. Et maintenant, si on raisonne comme ça, eh bien, ne soyez pas surpris des cris qui sortent du Grand Nord, qui vont sortir de l'Ouest, qui vont sortir du littoral, et que finalement, on va se retrouver dans une situation où toutes les régions du Cameroun vont dire « Moi, je veux mon statut particulier parce que j'estime que j'en ai droit. Okay. » Et donc, moi, je pense qu'au lieu de tourner en rond et d'appliquer des petites thérapies, ça et là, qui pourront devenir très problématiques, je crois qu'il faut poser le problème de base. Que ce soit au Nozo, que ce soit au Grand Nord, que ce soit à l'Ouest, que ce soit partout, les gens souffrent de l'hypercentralisation du pouvoir. Okay. Les gens souffrent de quoi? Du fait que lorsqu'il y a un petit nid de poule sur la route, personne ne peut arranger, il faut attendre que l'ordre vienne de Yaoundé. Okay. Ça, c'est le problème qu'il y a au Cameroun. Et donc, aujourd'hui, il faudrait trouver une véritable solution. Je ne parle pas d'une solution bricolée de la décentralisation, une véritable solution qui puisse permettre aux Camerounais de pouvoir s'auto-gérer, de pouvoir gérer leur région sans aller prendre le dossier. On va revenir là-dessus. Hein. D'accord. Vous serez conviés à une autre édition Equinox Soir. Sylvestre Hippolyte Zangao, bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Dans un instant, 100% football. 100% au menu, Sylvestre. 100% foot de ce lundi soir revient sur la prise de fonction officielle d'Antonio Conceição et ses adjoints à la tête des Lions indomptables du Cameroun. Premier regroupement effectif depuis ce lundi. Le technicien portugais et ses joueurs sont regroupés à Tunis en vue du match de samedi prochain contre les Aigles Carthage de la Tunisie. 2 ans de contrat pour le sélectionneur et ses adjoints. Principale mission, qualifier les Lions indomptables à la finale de la CAN 2021 que doit organiser le Cameroun et tout mettre en œuvre pour la remporter selon les instructions du ministre des Sports et de l'Éducation physique qui s'exprimait vendredi lors de la cérémonie de signature de ce contrat. Deuxième mission, qualifier les Lions indomptables à la phase finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Nous en parlerons dans cette édition de 100% foot. Nous parlerons également du match crucial de ce mardi à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Les Lions indomptables dans la manche retour du 3e tour éliminatoire des Jeux Olympiques Tokyo 2020 vont affronter la RDC qu'elles ont battu jeudi dernier 2-0 et dans la dernière des U17 qui démarre la Coupe du Monde de cette catégorie au Brésil le 26 octobre prochain. Il y a de nouvelles arrivées, 6 joueurs au total dont Etienne Eto'o, le fils de l'autre qui évolue à Majorque en Espagne. Et là clairement on a passé outre le décret de 2014 président de la République qui indique clairement que ne peuvent faire l'objet d'une convocation chez les U15 et chez les U17 que des joueurs affiliés dans un championnat organisé par la Fédération camerounaise de football. Le point, c'est ce soir sur le plateau de 100% foot. Voilà, Sylvestre Hippolyte Zangao, vous allez le retrouver dans un instant après Equinox Soir pour les détails dans 100% football. Rapidement, pour terminer, vraiment 30 secondes, on me fait des grands signes. On va commencer par Wilfried, votre mot de la fin. C'est véritablement le temps de l'apaisement à la suite de ces 535 libérations. Wilfried, 30 secondes. Nous sommes arrivés au terme de l'émission. Oui, j'ai envie de dire, le dialogue national n'a pas encore eu lieu. Il faut qu'il ait lieu, il faut qu'il se tienne.
il faut qu'il soit inclusif, qu'il appelle tout le monde, qu'il comporte des solutions qui ne vont pas plaire à beaucoup de gens tant qu'elles servent l'amélioration des choses dans l'intérêt du Cameroun. Ok. Signor Barista, pour vous, l'apaisement. Les filles pensent qu'il faut un autre dialogue, véritablement inclusif. Oui, mais moi je pense qu'il faut un véritable dialogue entre les deux parties. Hein. Il faut pas faire comme si on ne connaît pas le problème. Mais vous semblez n'avoir pas apprécié le fait que le Premier ministre John Gouté a adressé des invitations à nos compatriotes de la diaspora. Vous savez, on a adressé des invitations aux membres de Interim Government. C'est ce que j'ai dit. Oui, mais ce sont des Camerounais, non? Mais c'est eux les seuls Camerounais de la diaspora. Pourquoi eux seulement? Non, mais disons, j'ai dit qu'il ne faut pas qu'on fasse semblant. Nous connaissons le problème. Pourquoi est-ce qu'on a peur? Parce que moi, j'ai dit que le RDPC avait bien posé le problème. Un problème de légitimité. Or, c'est eux-mêmes qui occupent le problème maintenant. Qui ça, le RDPC? Bien sûr, c'est eux-mêmes qui occupent le problème. Ils permettent aux gens qui sont à la diaspora de dicter leurs lois, alors que sur le territoire ici, on a des personnes qui pouvaient bien représenter ce territoire. Or, on veut occulter, on laisse. Maintenant, j'ai dit que c'est le gouvernement qui légitimise ces personnes en les adressant des convocations officielles qui les ont permis de prendre quelqu'un qui va les représenter. Alors, vous voyez donc que c'est eux-mêmes qui canalisent. Et demain, vont se plaindre de ce que, voilà, les gens là imposent leur volonté. Alors qu'on avait la solution ici. Vous avez Ayoub Tabé qui est en prison, qui commande beaucoup de gens ici. Pourquoi pas l'utiliser? On permet... Non, mais c'est pas possible. Qu'on regarde le problème en face et qu'on cesse de croire qu'on va mettre tout le monde dans un Cameroun indivisible, alors qu'on sait que c'est deux États indépendants qui vivent dans un seul État. Ok. Maître Ngefa, c'est le temps de l'apaisement. C'est vraiment le temps de l'apaisement. Et pour cet apaisement, je pense que nous avons fait un préalable avec le grand dialogue national. Il nous faut maintenant convoquer un dialogue national inclusif. Après avoir... Quand? Quelle période? Ce sera quand? La période, j'étais en train d'indiquer. Oui. Il faut permettre à la All Anglophone Conference... Conférence générale anglophone. Oui, de faire ce qu'elle a à faire. Oui. Permettre aux chefs traditionnels, aux chiefs, aux paramount, leur donner tous les pouvoirs d'aller négocier avec leurs enfants qui sont fâchés et vraiment de vous donner les solutions. Il ne faut pas que certains individus dans la République se prennent pour des indispensables. Il faut qu'ils retiennent que sous le sable se cachent beaucoup d'agrégés et que personne n'est indispensable dans la société. Il faut donc permettre à tout le monde qui peut apporter quelque chose de faire ce qu'il doit faire pour convaincre nos frères qui sont fâchés de revenir dans la maison. C'est tout. Edmond Kyoté. Oui. L'apaisement. L'apaisement, je crois que... C'est des signes? C'est des signes. Le président n'a pas assez fait pour vous? Non, il n'a pas fait tout ce qu'il fallait faire pour moi. Il faut libérer Mancho, c'est ça? Oui, il faut libérer... Mancho BBC. Félix Galim. Félix Galim, tout cela, il faut les libérer. Et je dis, il faut éviter de créer des tensions dans les tensions. Le président vous écoute, hein? Oui, je dis, il faut éviter de créer les tensions dans les tensions, unicité de fait, de circonstances, de lieu. On ne peut pas arrêter les gens. Et puis, au moment de la libération, il y a, n'est-ce pas, divergence dans l'appréciation. Il faut pouvoir libérer tout le monde. Il faut libérer tous ces enfants-là qui rentrent chez eux. Et surtout, il faut véritablement s'appesantir sur la question anglophone, au-delà de toutes les autres questions que le Cameroun a toujours connues. Il faut s'appesantir spécialement sur la question anglophone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème, crise post-électorale, le problème est réglé avec la sortie du professeur Kamto? Non. Donc il reste la crise anglophone? Non, la crise post-électorale, je dis, on peut, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il ne me semble pas qu'il faille mettre les macabots et les tarots dans le même mortier et les piler. Il faut... Non, puisque dans les préalables, avant le grand dialogue national, on exigeait, le préalable, c'était la libération des prisonniers politiques. Non, il me semble que... Est-ce que vous pensez que... Serge Alain, je veux vous poser la question, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Est-ce que vous pensez que même si les résolutions qui ont été, les recommandations qui ont été faites au Palais des Congrès pendant 3 jours, est-ce que vous pensez que si elles sont appliquées dans leur entièreté, vous pensez que ça va
à ramener le calme dans le Nozo? Vous pensez que les armes vont se taire dans le Nozo? Vous pensez que la paix va revenir dans le Nozo? Est-ce que vous pensez que si toutes ces recommandations sont appliquées à la lettre, toute la situation sociopolitique camerounaise va s'apaiser véritablement et définitivement? Je pense que non. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut trouver une solution spécifique à la question spécifique anglophone et ramener rapidement, Maître Biliga, pour sortir, on nous fait des grands signes. Oui, mais ce que je constate malheureusement, ce que je voudrais dire, c'est que le principe du dialogue était déjà quelque chose de bien. Le fait qu'il y ait eu un dialogue et qu'on ait fait un dialogue sans exclusive, qu'on ait appelé tout le monde, c'est quelque chose de très positif. Pour les résolutions, je veux dire pour les recommandations, je pense que le président de la République nous suit tous les Camerounais et il prendra les dispositions pour que le maximum de Camerounais soient satisfaits. Il ne faut pas rêver, quel que soit ce qu'on fait. Même si on fait de la fédération, il y aura toujours des gens pour dire que ça ne va pas, il y aura toujours des gens pour se plaindre. Mais faisons tous, à travers ce que nous disons, mettons-nous tous ensemble, à travers ce que nous déclarons, nous faisons, pour que ce grand dialogue puisse permettre de sortir de la crise. Merci. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de ce premier numéro de la semaine Equinox Soir. Bonsoir, Santa Barbara.